Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Nous vivons des changements sociétaux très forts qui impactent les business models des acteurs du tourisme et des sports outdoor. Nous assistons à des rebonds fascinants que les leaders savent anticiper pour les transformer en opportunités. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. Je suis Armelle Solélac, fondatrice de Switch et spécialiste de stratégie de marque et de responsabilité sociétale des entreprises. Tous les dimanches, avec Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, nous avons le plaisir d'animer ce podcast. Pour cette 5e saison, avec nos invités prestigieux, nous allons faire un pas de côté pour regarder en arrière, afin de mieux aller de l'avant. En effet, cette saison est entièrement consacrée aux personnalités audacieuses de l'outdoor et du tourisme. Elles et ils ont fait preuve de courage et ont pris tous les risques. Elles et ils ont ouvert des voies pour nous. Aujourd'hui, nous revenons avec eux sur leur parcours, sur leurs sources de fierté, sur leurs erreurs et sur le regard qu'ils portent sur l'avenir de leur industrie. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Lionel Marsan, CEO de Simalp. Bonjour Lionel. Bonjour Armelle. Alors Lionel, est-ce qu'il y avait dans ton enfance des signes précurseurs de la tournure qui a pris ensuite ta carrière professionnelle ? On peut le dire. J'ai toujours beaucoup aimé l'innovation. J'ai beaucoup joué, je pense comme beaucoup de petits garçons, avec des Lego. Mais j'aimais jamais faire ce pourquoi la boîte était destinée. J'aimais bien utiliser et transgresser les Lego et en faire quelque chose de mon imaginaire, en faire une voiture, une machine, quelque chose qui me parlait. Ça peut être quelque chose, un signe de ce que j'allais devenir et de ce que j'allais aimer faire plus tard. Et entre petit Lionel et aujourd'hui, quelles ont été les grandes étapes ? Alors j'espère que je ressemble toujours au petit Lionel. En tout cas, j'ai 43 ans et je me sens plutôt comme un jeune homme de 25 dans ma tête. Quand je me regarde dans la glace, pas forcément, mais mais en tout cas dans ma tête. C'est un podcast, donc ça va. C'est ça. Mais c'est vrai. Non, mais en plus, je le dis en souriant, mais on a une équipe plutôt jeune chez Simalp. On a la chance d'avoir vraiment des forces vives. Et souvent, quand on discute et que je me laisse un petit peu entraîner dans les discussions, j'ai toujours l'impression d'avoir le même âge que les stagiaires ou les plus jeunes de l'entreprise, alors que malheureusement, plus vraiment. Mais donc, j'espère ressembler quand même au petit Lionel, parce que c'est une chance, je pense, de rester jeune dans sa tête. Et quels ont été les grands changements ? J'ai pas spécialement un passage. Je dirais que la vie est faite de passages plus ou moins faciles et que c'est aussi souvent les passages les plus difficiles qui te forgent et qui te font grandir et qui te font évoluer, qui te font te poser des questions sur toi, qui tu es, qui tu as envie d'être. Et donc j'essaye de continuer la quête, de toujours être s'enrichir, être capable de mieux écouter les autres, d'être plus à l'écoute de ce qu'on a envie de faire aussi soi-même, de pas se laisser perdre dans des fois ce que les autres ou la vie voudraient qu'on soit ou qu'on devienne. Voilà. Et alors, concrètement, les étapes, ça a été quoi ? Est-ce que tu as eu le bac ? Quelles études t'as fait ? Comment t'es arrivé jusqu'à aujourd'hui ? J'allais dire études classiques, mais bac, puis classe préparatoire, puis école d'ingénieur. Puis j'ai commencé à travailler pour une boîte industrielle allemande sur Paris. J'avais également un projet en même temps de monter une entreprise dans le contrôle qualité qu'on a fait avec 2 amis que je salue si un jour ils écoutent ce podcast. 2 amis d'école en fait, et on a créé une entreprise où on faisait du contrôle qualité pour des entreprises françaises. On a commencé en Chine, puis l'entreprise s'est petit à petit élargie, agrandie. Donc on a eu une entreprise de contrôle qualité qui était présente dans une dizaine de pays, moi quand j'ai cédé mes parts. Donc voilà, ça a été ma première expérience en tant qu'entrepreneur, à apprendre à positionner une entreprise. Ça n'a pas été facile, on a dû pivoter parce que ça ne marchait pas. Donc entre l'idée qu'on se faisait de ce qu'allait être l'entreprise et ce qu'elle est devenue, il y a eu pas mal de redirection
qui est souvent quelque chose de nécessaire dans la plupart des entreprises que j'ai pu voir évoluer. Et donc, tout ça m'a permis d'arriver en 2008 à la question auquel j'avais pas forcément prévu de répondre, qui est est-ce que tu as envie de reprendre l'entreprise familiale, qui était pas du tout quelque chose de prévu dans ma tête. Mon père m'avait toujours plutôt indiqué que le textile était un domaine d'activité compliqué, très concurrentiel, avec peu de valeur ajoutée, et que du coup, il valait mieux que je parte dans un autre univers. C'est pour ça que j'ai fait des études dans un univers un peu différent. Mon domaine d'expertise, si je peux dire, c'est les télécoms. Et donc voilà, en 2008, j'avais donc cette première entreprise qui avait plutôt bien marché. On avait une centaine de salariés. En 2008, tu avais 28 ans, 29 ans? Ouais, 28-29 ans, ouais, tout à fait. 100 salariés, c'est ta première boîte et on te propose l'entreprise familiale. Ouais, c'est ça. En fait, on a Bureau Veritas pour qui nous propose de racheter l'entreprise, qui est une assez grosse boîte, assez connue. Et moi, de l'autre côté, en même temps, j'ai mon papa qui me dit que lui, il arrive à la retraite, que il a beaucoup travaillé. J'ai toujours vu moi mes parents travailler dans l'entreprise et travailler de façon acharnée, 7 jours sur 7, 10 heures par jour, et donc avec à la maison une valeur travail très forte. Je viens d'un milieu, moi mes grands-parents étaient agriculteurs, donc qui a des valeurs de travail, les valeurs de l'agriculture, quoi, qui sont des valeurs très saines que moi j'aime bien justement essayer de garder. Et donc j'ai toujours moi grandi avec en arrière-plan quand même au cours de mon enfance des discussions sur l'entreprise, sur les projets, sur la façon de commercialiser les produits, la façon de faire des produits, etc. Donc ça m'a bercé pendant toute mon enfance. J'ai un attachement particulier à l'entreprise. Je suis fils unique en plus, donc si tu veux les discussions de le soir, le week-end, etc. à la maison étaient souvent des discussions de travail. Et donc, quand mon père me dit qu'il veut soit vendre, soit arrêter l'entreprise, ça me touche en fait. Je lui en parle pas tout de suite, et puis je réfléchis et je me dis que c'est peut-être un signe. J'ai une constante dans ma vie. Je suis pas forcément un grand croyant, mais je me dis que j'ai toujours une petite étoile qui m'amène toujours à des bons endroits. Donc, je me laisse souvent guider et je me dis que si cette imbrication, elle arrive à ce moment-là, et faut que je l'écoute et donc je propose à mon papa de reprendre l'entreprise. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter Simalp? Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qui t'a marqué depuis que tu as repris l'entreprise? Simalp, c'est une entreprise, c'est une marque qui a 60 ans cette année, créée en 1964 par un alpiniste passionné et visionnaire. Donc c'est pas mon papa qui a créé la marque Simalp, c'est une personne avant lui. Lui, il l'avait déjà racheté. Mais la marque, elle a toujours eu un ADN très fort. C'est une marque d'innovation. C'est une marque qui veut rendre les produits accessibles. Ça n'a jamais été une marque premium, dans le sens où dans l'outdoor, on peut avoir des marques qui se positionnent vraiment dans un segment premium. Ça n'a jamais été le cas pour Simalp. C'est une marque qui se veut accessible, qui se veut une marque un peu de connaisseurs, un peu de passionnés. Et ça, que je trouve vraiment hyper fort, moi, quand je reprends Simalp, c'est que la marque, elle l'a toujours gardée. Il n'y a jamais eu de déviance. C'est jamais une marque qui est partie sur plutôt du sportswear, comme beaucoup de marques à cette époque-là. Et donc, il y a un fil rouge sur la marque qui a toujours été très fort. J'essaye de toujours garder à l'esprit cette tendance, de dire que Simalp, c'est la marque des passionnés de la montagne, une marque qui doit contribuer à connecter les nouvelles générations avec la nature et avec la montagne. Et donc, aujourd'hui, c'est une marque qui est ancrée dans un développement durable. On est plutôt sur des sports doux. Donc on va pas forcément être moteur sur des sports comme le ski alpin, le freeride, tous ces sports-là, c'est pas forcément notre cœur de cible. Nous, on va plutôt être sur du ski de randonnée. Je sais pas si tu comprends la nuance que je veux faire passer. Oui, tout à fait. Donc le trail, même si on pourra parler du trail et du fait que il faut quand même se déplacer en voiture pour aller dans ces univers, mais en tout cas c'est des sports qui sont en connexion directe avec la nature, la randonnée, l'alpinisme. Donc Simalp aujourd'hui, c'est une marque qui conçoit, qui fabrique des vêtements, des accessoires et des chaussures.
Vous fabriquez où? Moi, depuis que j'ai repris l'entreprise, on a gardé le même partenaire en Chine, donc avec une magnifique usine qui nous fait des produits vraiment hyper qualitatifs, qui est quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi, qui est un ingénieur en pharmacie, avec qui on a grandi en fait ensemble, si je peux dire. Lui était employé dans une entreprise et a créé son entreprise quasiment au tout début. On a commencé à travailler ensemble et aujourd'hui il a une belle entreprise. On représente à peu près la moitié de son activité et c'est vraiment une belle fierté parce que l'usine est magnifique. On fabrique quasiment à 100% avec de l'énergie renouvelable. Il investit beaucoup dans le côté humain de l'entreprise, dans apporter toujours plus à ses salariés et vraiment on partage des valeurs assez fortes et c'est pas souvent ce qu'on entend sur la Chine. Quand je dis ça et qu'on parle de la Chine, souvent pour beaucoup de gens c'est assez antinomique. Et puis après on fabrique des produits plus spécifiques comme les gants ou les chaussettes. Nos chaussettes on les fabrique en Italie. Donc on fabrique on essaye chez les meilleurs fournisseurs en fait. Voilà, dans les meilleures usines qui sont spécialisées sur les produits, mais ça Europe comme Asie. Alors j'imagine que depuis cette reprise, tu as dû vivre 1000 anecdotes. Est-ce que tu en aurais quelques-unes à nous raconter? Alors comme ça, j'ai une anecdote sur le développement de notre chaussure qui est arrivée de façon assez impromptue, je dirais. Enfin, moi j'aime bien me focaliser, j'aime pas partir dans tous les sens. J'aime bien rester dans un domaine d'activité que je maîtrise et je préfère être très bon ou excellent dans un domaine que d'être moyen dans plein. Et du coup, c'est ma rencontre sur la Saint-Élion avec un médecin du sport qui m'a en fait chamboulé mon idée de faire des chaussures. J'étais pas du tout parti pour travailler le segment de la chaussure avec Simalp. Et donc Arthur Molic, qui était médecin du sport au sud de Lyon, que je rencontre, on discute, on a tout de suite un feeling, vraiment une connexion comme on le retrouve de temps en temps avec certaines personnes. On se comprend bien et du coup il me parle des problèmes qu'il a avec pas mal de coureurs qui courent avec un drop trop élevé, qu'il a du mal à faire diminuer en termes de drop sur les chaussures. Lui, il aimerait les faire courir avec un drop plutôt de 4, plutôt pour des raisons parce qu'ils se blessent en fait avec leurs chaussures. Et donc il m'expose son problème et moi tout de suite en fait j'ai l'imagination de comment est-ce qu'on pourrait développer une chaussure avec des drops avec des semelles intérieures qui pourraient permettre un drop progressif aux coureurs. Et du coup, c'est comme ça qu'est née la première chaussure Simalp. C'était en 2000, je crois qu'on l'a sortie en 2019. Donc, on a dû commencer à travailler sur la chaussure en 2017. On a dû mettre 2 ans à peu près à la sortir. Et voilà, c'est une rencontre, quelque chose qui n'était pas du tout prévu et au final qui fait que maintenant, on a des belles ambitions avec Simalp et on espère faire 50% de notre chiffre d'affaires dans la chaussure dans les prochaines années. Et si tu regardes ton parcours, est-ce que t'aurais fait une grosse erreur et surtout, qu'est-ce que tu en retiens? Heureusement, je pense que j'ai fait plein d'erreurs, sinon je serais pas normal et je continuerai d'en faire. Ce que j'en retiens, c'est que ce qu'il faut, c'est surtout reconnaître ses erreurs, être capable de les analyser et de plus les refaire. Ça me rappelle, je crois que c'était Einstein qui a dit quelque chose qui ressemble à un imbécile, c'est celui qui va faire 2 fois la même expérience et s'attendre à ce que la deuxième, elle soit différente de la première. Le résultat soit différent le résultat soit différent, c'est ça. J'ai plus exactement les mots, mais c'est un peu pareil avec les erreurs. Tant que tu fais des erreurs et qu'elles sont pas dramatiques et que tu les comprends et que tu es capable de les corriger, tout va bien. Moi, j'en ai fait des millions, notamment, je me suis rappelé il y a pas très longtemps. J'en ai fait un post sur mon LinkedIn de la façon dont quand j'ai repris l'entreprise, donc en 2008, j'étais rempli d'angoisse. Le marché était compliqué, on perdait des clients. Le modèle était d'avoir des revendeurs, donc des magasins qui revendaient les produits. Moi, je voulais aller j'avais le ressenti qu'il fallait aller sur Internet. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et en fait, j'étais tellement pas sûr de moi et j'avais pas conscience que
Un chef d'entreprise, en fait, il a un devoir vis-à-vis de son équipe, c'est de, en tout cas, donner l'impression de savoir où il va. S'il peut en être sûr, c'est mieux, mais en tout cas, il faut qu'il puisse indiquer le chemin à toute l'équipe, qu'il puisse, à partir du moment où tu es capable d'indiquer le chemin, si tu peux l'expliquer, c'est encore mieux. Et si tu peux faire en sorte que tout le monde y adhère, là, c'est encore mieux. Et ça, par exemple, je l'ai pas du tout fait dans les 4-5 premières années où j'ai repris l'entreprise parce que j'y arrivais pas, en fait. J'étais certainement trop jeune, certainement pas conscient de tout ça. Et donc, ça sera à refaire. Ou si aujourd'hui j'essaye de transmettre un petit peu de savoir en faisant du mentorat, donc en aidant des plus jeunes entrepreneurs, c'est une des premières choses que j'essaye de leur faire toucher du doigt, c'est que ils ont un devoir vis-à-vis des gens qu'ils emploient, c'est de leur montrer leur guider le chemin, en fait. Et à contrario, est-ce que tu as des grandes satisfactions ou des grands accomplissements dont tu es particulièrement fier ? Alors oui, déjà de ce qu'a pu devenir Simalp entre le moment où je l'ai repris et aujourd'hui, quand je vois toute l'équipe, que ça soit l'équipe qui travaille chez Simalp, les talents qu'on arrive à attirer aujourd'hui, les athlètes qui disent oui quand on leur propose de rejoindre l'équipe, la team Simalp, ça fait partie vraiment de mes satisfactions, et c'est ce que je leur dis à chaque fois qu'on fait un regroupement, qu'on invite tous nos athlètes. C'est pour moi vraiment une chance d'avoir réussi à rassembler, et c'est ce que j'essaye d'être aujourd'hui, d'incarner, c'est de donner du sens et de faire en sorte que Simalp elle ait des valeurs fortes et que les gens ils sachent pourquoi est-ce qu'ils ont envie de porter du Simalp. Qu'est-ce qui te fait tenir quand c'est difficile ? Où est-ce que tu vas puiser ta motivation ? Je pense que déjà, pour entreprendre, il faut quand même croire pas mal en soi. Et ça, je pense que c'est pas forcément donné à tout le monde. Il faut, je pense, avoir dans son enfance eu le cadre familial, amical qui te permet d'avoir suffisamment confiance pour te dire que tu en es capable. Si c'est quelque chose qu'on n'a pas, c'est difficile à acquérir par l'apprentissage. Et puis après, ça a été pour moi, j'ai eu vraiment un passage très difficile avec l'entreprise entre le moment où je la reprends et dans les 5 premières années, je suis vraiment passé par un moment vraiment difficile au bout de 3, 4, 5 ans où tu t'investis à travailler énormément, à quasiment pas avoir de salaire. Et tu te poses forcément plein de questions. Est-ce que je dois arrêter ? Est-ce que je dois pas arrêter ? Est-ce que je vais pouvoir arriver à en faire quelque chose ? Il y a vraiment des moments où je pense que ça tient à pas beaucoup de choses. Et c'est souvent un discours que j'ai pu entendre auprès de pas mal d'entrepreneurs. Et le fait de tenir, je pense que ça tient souvent à pas grand-chose. Ouais, ce phénomène de montagne russe et d'ascenseur émotionnel qui est très puissant. Pour toi, quand t'es dans un moment moins bien, il y a la confiance en soi, il y a le cadre que t'as pu recevoir quand t'étais plus jeune. Mais est-ce que tu dirais que ça tient qu'à ça, ou est-ce que t'as des astuces, des tips qui font que quand t'as un coup de moins bien, tu les actives et ça va mieux ? Je sais pas si c'est vraiment des tips, mais souvent, des fois, ça fait du bien de descendre au fond du trou et de prendre 2-3 heures d'introspection, de prendre de la hauteur, de se poser, d'essayer de voir le verre. Tu vois, dans mon métier de père aujourd'hui, j'ai un petit garçon qui va avoir 10 ans. Et c'est un des points que j'essaye de lui inculquer, parce que en tout cas pour lui, c'est pas naturel. C'est souvent de voir le verre à moitié plein plutôt que celui à moitié vide. Et quand t'es fatigué, quand c'est dur, quand t'es vraiment dans mais je pense que c'est assez similaire avec le sport, de pouvoir faire un pas de côté, essayer de prendre un petit peu de hauteur et d'essayer de te rappeler tout ce qu'il y a de magique, ce pourquoi tu as fait ça, de te reposer les questions de base. Pour moi, c'est ce qui te permet de te rebooster et de te recentrer sur ce qui est important et de te redonner le courage dont tu as besoin. Quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner ? De croire en moi, de m'écouter
et de pas forcément écouter tous ceux qui sont autour de toi et des fois de te faire confiance. Et toi, quel est le meilleur conseil que tu aies donné ? Bah peut-être le même, ça va pas. Mais c'est vrai que alors moi j'ai la chance parce que c'est vraiment un plaisir de faire du mentorat aujourd'hui, d'aider et c'est vrai que donner des conseils c'est toujours c'est jamais une bonne idée en fait. Ce que j'aime bien faire moi c'est aider à faire se poser les bonnes questions. Parce que les conseils, t'as toujours le biais de ta propre personne. Et chacun étant différent, ce qui est bien pour toi ne l'est pas forcément pour une autre personne. Et chacun étant différent, c'est important de pas trop écouter les conseils, mais plutôt d'écouter la façon de penser, en fait. Yes. Alors, on va passer sur une partie un petit peu plus prospective sur notre industrie. L'industrie des sports outdoor, elle a énormément évolué ces 10 dernières années. C'est quoi pour toi les bouleversements, les changements les plus importants et puis comment tu vois l'avenir surtout ? Pour moi, le plus gros changement des 10 dernières années, c'est effectivement quand même la prise de conscience de l'environnement, de l'écologie, du réchauffement climatique. Ça fait longtemps qu'on en a conscience, que les scientifiques nous alarment. Après, je pense que tous autant qu'on est plus ou moins sensibles à ça, on n'en voyait pas les conséquences, ou en tout cas on avait du mal à appréhender ce que ça allait pouvoir changer. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'on vit, que ça soit l'été quand on a trop chaud, que ça soit l'hiver quand on veut aller en montagne et qu'il n'y a plus de neige. Pour moi, c'est vraiment ce qui a commencé à changer l'industrie, trop tardivement à mon goût. Mais en tout cas, on est vraiment en train de vivre là des années de bouleversement. Et j'espère qu'on va aller suffisamment vite pour éviter le mur que l'on a en face de nous. Le temps nous dira si on arrive à l'éviter. Ce que je peux constater, en tout cas, c'est que dans l'industrie, en tout cas le textile, l'industrie du sport en général change vraiment vite. On est en train de développer les solutions pour produire de façon plus raisonnée, pour, à mon avis, consommer moins dans l'avenir, consommer mieux, plus réparer. Donc voilà, c'est à la fois qui a déjà le plus changé les choses dans les 10 dernières années, et dans les 10 prochaines années va être vraiment le virage qui va être pris avec des sports, avec une pratique sportive où on n'acceptera plus en fait de se faire déposer en hélicoptère pour faire du ski ou du freeride. Enfin, il y a plein de choses en fait qui passeront plus. Donc des sports, à mon avis, qui vont péricliter. Et d'autres au contraire qui vont gagner en popularité avec moi je suis assez confiant sur les nouvelles générations et la prise de conscience qu'ils ont, les sacrifices qui pour nous qui à mon avis avons connu une certaine comment dire, je pense que c'est plus difficile de changer quand t'as connu quelque chose et que tu dois t'en passer que quand tu ne l'as pas connu. Donc moi j'ai pas mal d'espoir en fait dans l'avenir et dans le fait que l'univers outdoor va changer dans le bon sens. Merci beaucoup Lionel Marsan, CEO de Simalp, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Voici les 4 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, rester jeune dans sa tête est une chance. Cultivez le petit enfant qui est en vous. Le deuxième, c'est une citation d'Einstein. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Le troisième point, pour entreprendre, il faut croire en soi. Un chef d'entreprise a le devoir vis-à-vis de son équipe de savoir où il va et idéalement de faire adhérer tous à cette vision. Et enfin, le dernier point, quand ça va mal, n'ayez pas peur de faire un travail d'introspection pour faire un pas de côté et vous rappeler pourquoi vous faites tout ça. Merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds. Cet épisode vous a plu ? Alors soutenez-nous en mettant une note de 5 étoiles avec un commentaire sympa sur votre application de podcast. Cela nous aidera beaucoup pour faire connaître Outdoor Minds et mettre en lumière tous ces leaders qui le méritent. Vous voulez en découvrir de nouveaux dans le tourisme et les sports outdoor ?
Alors nous vous invitons à nous retrouver mercredi prochain avec un nouvel invité inspirant. Vous avez un projet en stratégie de marque ou un besoin en stratégie RSE? Alors contactez-nous à info@switchconsulting.fr. À très vite sur Outdoor Minds.